Fabien Lang, adjoint au chef de l'OCLCTIC, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, donc un service de police qui appartient à la direction centrale de la police judiciaire et qui est le service de référence, au moins pour la police, en matière de lutte contre la cybercriminalité. Sachez simplement que notre domaine de compétences judiciaires englobe principalement celui des infractions spécifiques aux technologies de l'information et de la communication, donc très concrètement des affaires d'intrusion illégale, illicite, les affaires de piratage, et puis également des affaires de contrefaçon de cartes de paiement que nous allons voir. Nous traitons également des affaires, je dirais, qui sont seulement liées ou facilitées par ces technologies de l'information et de la communication. Je pense notamment aux escroqueries, mais nous traitons ces affaires de façon beaucoup plus accessoire et uniquement lorsqu'elles révèlent une technicité particulière, lorsqu'elles ont un potentiel national ou international ou revêtent une sensibilité particulière. Voilà, donc principalement des affaires classiques de piratage, de contrefaçon de cartes bancaires, pas encore de crimes virtuels sur Second Life, mais nous y songeons très, très sérieusement. Je vais vous parler de carding, de skimming et d'escroquerie sur Internet. Alors, il ne s'agit pas de menaces émergentes ou de menaces nouvelles qui seraient apparues en 2007, mais j'ai voulu m'exprimer sur ce sujet parce qu'il s'agit véritablement pour nous des manifestations les plus visibles de la cybercriminalité, en ce qu'elle génère un contentieux pénal extrêmement important et croissant aussi, parce qu'elle suscite de nombreuses inquiétudes de la part des particuliers, mais également, bien évidemment, de la part des entreprises, et particulièrement des banques. Et puis, ces affaires-là mettent aussi en évidence quelques enjeux futurs pour un État comme le nôtre, aussi bien en termes de prévention, de protection des données, ou plus spécifiquement pour les services de police, de coopération internationale. Donc, je vais commencer par le carding, que je qualifierais de marché aux voleurs ou aux receleurs mondialisés. La définition du carding, elle est générique. Il y a d'ailleurs plusieurs définitions. Elles ont évolué avec le temps. Mais au sens général, il s'agit du piratage de cartes bancaires par diverses techniques matérielles, logicielles ou subversives aux fins d'obtenir et de revendre les données de cartes bancaires, de s'en servir pour effectuer des achats frauduleux au préjudice du porteur légal. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle le coding. À l'origine, le coding consistait à générer automatiquement des numéros de cartes à partir d'algorithmes un petit peu complexes. Bon, il n'y a plus d'affaires de ce type-là en France depuis les évolutions, durée de validité, CVV2 notamment, qui sont obligatoires pour les achats en ligne. Aujourd'hui, on trouvera des données de cartes bancaires tout simplement sur des bases de données de commerçants en ligne, principalement aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis? La législation est un petit peu différente. Elle permet notamment à des acquéreurs privés de faire ce travail d'acquisition de données qui ne seront pas, je dirais, aussi sécurisées qu'elles ne peuvent l'être en France, où la règle de base est quand même essentielle, puisque les commerçants, normalement, ne doivent pas conserver ces données que le temps nécessaire à la transaction. Et ensuite, elles sont transmises à l'acquéreur ou au banquier. Donc il y a une relative sécurité en France qu'on ne trouve pas nécessairement aux États-Unis. Et puis la deuxième méthode pour trouver ces données de cartes, c'est tout simplement auprès des particuliers dont les ordinateurs ont été infectés par des chevaux de Troie. Et puis j'en rajouterai une autre, c'est le phishing. Alors, on connaît le phishing de banque, mais il y a aussi le phishing de cartes. Par ces techniques d'ingénierie sociale, on peut tout à fait obtenir de façon tout à fait consentie la communication de données de cartes bancaires. Voilà. La deuxième étape, c'est le vending, c'est pas très joli. En tout cas, c'est la commercialisation de ces données. Alors, cette commercialisation se fait soit sur des réseaux pair à pair,
mais plus généralement sur des forums de pirates qui sont parfaitement sécurisés. Ce sont des forums généralement russes, ukrainiens, sur lesquels on n'accède pas facilement. Il faut montrer véritablement patte blanche. Ces forums sont particulièrement sécurisés, eux, et en tout cas sont alimentés par des dizaines, des milliers de pirates à travers le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur ces forums? Les données que je vous ai listées tout à l'heure, donc des numéros de carte bancaire, des données de pistes magnétiques, des informations sur le titulaire de la carte, des cryptogrammes. On va également trouver sur ces forums d'autres activités. Ça a été évoqué tout à l'heure, la vente ou la location d'outils malveillants, la location de botnets, des échanges d'informations, de conseils, comme n'importe quel forum culinaire ou de conseils en informatique. Voilà, donc vraiment un truc parfaitement organisé et un business model extrêmement évolué. Donc la dernière étape, c'est le caching, en fait, c'est la matérialisation de tout le processus infractionnel. Alors, deux étapes. La première, c'est l'escroquerie en tant que telle, puisque ces données, il va bien falloir les utiliser. Je dirais la méthode la plus raffinée, c'est de constituer une société fictive, généralement dans un paradis numérique, et de générer au profit de cette société des faux achats, mais de véritables transactions. Alors, l'OCLCTIC a traité une affaire de ce type l'année dernière, affaire Global Smoking, en provenance d'Ukraine. Donc, cette société avait généré, tout du moins en France, plusieurs centaines, voire milliers de transactions au préjudice de particuliers français pour un montant de 70 €. Alors 70 € sur le plan individuel, ça passe assez inaperçu, mais quand vous rassemblez toutes ces affaires, vous arrivez à des sommes assez importantes. D'autant que Global Smoking est devenu une autre société, a migré ailleurs et a impacté d'autres pays. Voilà. Après, d'autres utilisations plus simplistes, tout simplement l'utilisation des numéros pour des achats de biens et produits sur de véritables boutiques en ligne ou dans des boutiques réelles. Alors la différence boutique en ligne, vous pouvez le faire lorsque vous disposez des données visibles de la carte, et dans les boutiques réelles, il vous faut matérialiser la carte, donc faire une contrefaçon de carte et l'utiliser. C'est ce que font notamment les groupes criminels asiatiques, chinois et malaisiens qui viennent massivement à Paris et dans les villes du sud-est de la France pour acheter des produits de luxe dans des boutiques. Voilà. Et puis, l'autre étape importante dans ce qu'on appelle le carding, c'est le paiement de la prestation, donc le paiement des données qui ont été recueillies par le pirate. Alors, il n'y a pas de contact physique entre l'acheteur et le vendeur. On n'est pas dans le cadre d'une transaction normale. Il n'y a pas de contact physique, donc il faut trouver des moyens de transférer les fonds. Alors, on ne va pas les transférer par les moyens bancaires classiques. Ces transactions sont surveillées et elles sont traçables par les services de police. Donc, on va utiliser d'autres outils. On va utiliser Western Union. Alors Western Union est une société que l'on connaît tous, qui est implantée dans quasiment tous les pays du monde, qui est très bien implantée en France, notamment dans les bureaux de poste, et qui permettent, avec du cash, de transférer des fonds à des particuliers à l'autre bout de la planète. Alors normalement, c'est un système qui est prévu non pas pour des transactions commerciales, mais pour remettre des fonds à une connaissance, généralement la famille. C'est ce qu'utilisent beaucoup de populations émigrées en France qui vont envoyer le fruit de leurs économies. Alors, Western Union est très largement aussi utilisé par ces groupes criminels pour transférer des fonds. Alors, ce transfert de fonds ne se fera pas directement, il se fera par rebond, avec des mules, ça a été évoqué l'année dernière, des collecteurs de fonds, une deuxième ligne de collecteurs dans un autre pays, et puis ensuite des personnes qui, in fine, bénéficieront du produit de ces transactions. Alors, Western Union ne nous pose pas trop de difficultés parce que nous les connaissons en France, ils coopèrent.
et puis il procède à des contrôles d'identité lors des transactions. Voilà. Par contre, ce qui nous inquiète beaucoup plus, c'est des systèmes tels que eGold et WebMoney. Alors, eGold, c'est une société qui a été créée en 1987, 96, pardon, qui est basée en Floride et qui permet l'ouverture de comptes en ligne et des transactions dans le monde entier. WebMoney est une société russe qui génère environ 7 millions de dollars de transactions par jour et qui compte 4 millions de clients. Voilà. Et parmi eux, pas que des gens honnêtes, malheureusement. On comptabilise un peu moins de 20 systèmes de ce type à l'heure actuelle dans le monde. Ils sont beaucoup moins importants, beaucoup moins bien implantés que eGold et WebMoney, mais ils présentent tous les mêmes avantages pour des groupes criminels. Ils sont totalement anonymes, c'est extrêmement pratique. Vous restez chez vous et vous opérez votre transaction. Et puis, il n'y a pas de système de déclaration de soupçons. En France, les notaires, les banques, tous les organismes financiers sont obligés de déclarer à Tracfin des transactions anormales ou supérieures à un certain montant. Ce n'est pas le cas pour WebMoney, ce n'est pas le cas pour eGold, parce que ce ne sont pas des systèmes qui sont autorisés en France par la commission bancaire, ils ne sont pas agréés, mais tout un chacun peut facilement sur Internet utiliser ces services. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais pour nous, ça nous pose quand même beaucoup de difficultés, parce que lorsque je veux identifier le titulaire d'un compte ou savoir connaître les transactions du compte de M. Tartampion, je vais m'adresser à une banque française, je vais lui donner une réquisition, et puis elle va collaborer, elle va me répondre assez rapidement. Là, il n'y a aucune implantation française, et il me faudrait donc envoyer une commission rogatoire, enfin, il faut que le juge d'instruction envoie une commission rogatoire internationale en Russie, au Panama ou aux États-Unis pour obtenir ces données. Voilà, alors ce n'est pas de la fiction, c'est vraiment de la réalité. Ça a été évoqué tout à l'heure par M. Lointier, l'affaire TJX aux États-Unis en 2007. Moi, je suis resté à 45 millions de données piratées, c'est le chiffre que j'avais. Effectivement, on ne connaît pas à l'heure actuelle le nombre de cartes véritablement utilisées. Je sais qu'un chef de gang à Miami a été condamné récemment à 5 ans de prison parce qu'il fabriquait des contrefaçons de cartes à partir des données piratées chez TJX. Et puis, plus loin de nous, c'est l'affaire Card System, avec 70 000 numéros piratés et utilisés. Je ne connais plus le nombre de numéros piratés à l'époque, mais il était au moins aussi important que dans l'affaire TJX. En France, on n'a pas d'affaire de ce type-là. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas connaissance. Il n'y a pas d'obligation pour les sociétés victimes de déclarer à l'autorité judiciaire une intrusion et un vol de données. Voilà, ce n'est pas une obligation. Néanmoins, je crois pouvoir vous dire qu'il n'y a jamais eu en France d'affaires de ce type-là, ou au moins avec un impact aussi important. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas en France des groupes criminels qui participent à ce type d'activité. Donc l'OCLCTIC a réalisé une affaire assez importante en 2007 en identifiant plusieurs ressortissants français qui s'adonnaient au commerce de numéros de carte bancaire. Donc il ne s'agissait pas des pirates à proprement dit, pas des personnes qui sont allées pirater les données, mais des personnes qui ont participé à ces forums dont je vous parlais et qui avaient une activité d'acheteurs et de vendeurs en gros et en demi-gros. Alors pour réaliser cette affaire, nous avons travaillé en collaboration très étroite avec les États-Unis et puis d'autres États que vous voyez ici. C'est une affaire qui a permis d'identifier et parfois d'interpeller d'autres personnes à travers le monde. Et puis le processus que nous avons mis à jour est exactement celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc des forums confidentiels, des utilisations de moyens de paiement alternatifs, eGold, WebMoney, Western Union, et puis un préjudice estimé par l'activité de ces quelques personnes en France à 2 millions de dollars. Donc vous pouvez tout à fait imaginer ce que peut représenter le marché du carding dans le monde. Il n'est pas évalué, mais je peux vous dire qu'il est
extrêmement important. Je vais vous parler maintenant de skimming. Alors, c'est un peu différent. On vise, encore une fois, les données de la carte, mais le processus est un peu différent. On ne va pas pirater une banque de données. Il y a véritablement une intervention physique de la part de malfaiteurs sur des automates, sur des distributeurs automatiques de billets ou sur des distributeurs automatiques de carburant. Donc il y a, je dirais, un petit côté voie publique qui nous plaît bien à nous autres policiers. Et puis la différence également, c'est qu'on va vraiment chercher les données à la source, puisqu'on va copier, on va lire les données de la carte qui sera introduite dans cet automate. La différence avec le système du carding, c'est que nous avons affaire dans ce domaine à des groupes criminels qui sont véritablement hiérarchisés, hein, au sens criminel du terme. Un chef, des commanditaires, des techniciens, des ingénieurs qui sont employés pour concevoir les outils de piratage, des petites mains qui vont se déployer sur l'ensemble du territoire européen pour disposer des outils de piratage, pour récolter les informations, les retransmettre à leur commanditaire qui, lui, fera fabriquer ensuite des cartes qu'on appelle des white plastics qui seront utilisées par d'autres groupes pour des retraits d'argent à l'étranger. Donc une véritable organisation criminelle qui va s'activer et profiter directement du produit de ces malveillances. Alors, nous avons affaire essentiellement à des groupes d'origine roumaine et bulgare. Donc pour le carding, on a des Russes, des Ukrainiens. Là, c'est plutôt la Bulgarie et la Roumanie. Nous avons aussi notre lot de délinquants, hein, des groupes des banlieues françaises qui commencent à se spécialiser dans ce domaine, aussi bien en France, mais qui s'exportent aussi. Il y a eu quelques interpellations, je crois, notamment en Thaïlande l'année dernière. Donc là, vous voyez très concrètement de piratage de DAB. Donc sur la photo supérieure, vous avez une fausse bouche d'introduction de carte, à l'intérieur de laquelle va se trouver un skimmer, donc qui va lire les données de la piste lorsque l'utilisateur va l'introduire dans le distributeur automatique de billets. Donc il ne verra rien, la transaction va se dérouler normalement, simplement les données de piste seront enregistrées à ce moment-là. Et puis, pour pouvoir fabriquer des white plastics, il faut un deuxième élément, c'est le code secret, qu'on n'a pas dans la version carding de la fraude. Donc les malfaiteurs vont dans ce cas utiliser soit un faux clavier qui va enregistrer physiquement votre numéro votre code secret, ou un système vidéo qui sera posé généralement sur la partie supérieure de la façade, qui là va enregistrer également ces données. Un système un peu plus sophistiqué, c'est un exemple espagnol, avec à droite, de la même façon, un skimmer intégré dans une fausse bouche d'introduction. Et puis ce qui est remarquable, sur la gauche, vous voyez deux flèches. En fait, c'est un faux présentoir, hein, qui a été apposé par les pirates et dans lequel il y a deux caméras. Donc l'une filmant le clavier et l'autre filmant l'écran, puisque certains DAB utilisent des fonctionnalités d'écran tactile. Donc au cas où, vous avez la possibilité d'enregistrer ces numéros. Donc vous voyez, c'est quand même assez sophistiqué. Ce sont des systèmes de piratage qui sont faits sur mesure et par des techniciens de bon niveau. Plusieurs groupes ont pu être démantelés grâce à l'excellente collaboration, d'ailleurs il faut le souligner, des autorités roumaines. En tout cas, là encore, c'est un business qui rapporte beaucoup. Alors, simplement quelques chiffres. En matière de piratage de DAB, on a connu une croissance exponentielle en 2006 avec 520 distributeurs automatiques de billets piratés en France. Ce chiffre-là est à comparer avec celui enregistré en 2005, qui était de 200, et avec celui enregistré en 2004, qui était de 80. Alors, on a un peu inversé la tendance en 2007, il y en a un peu moins de 400, mais c'est quand même un chiffre important. Alors, les banques ont agi, hein, elles posent des contre-mesures,
Et avec je dirais, le déploiement du système EMV en Europe, on devrait progressivement voir limiter ce type d'affaires. Voilà. Qui ne devrait pas exister si tous les pays utilisaient la puce. Voilà. Hein, pourquoi on peut skimmer des cartes en France? C'est parce que nos DAB doivent intégrer des lecteurs de puces pour permettre aux vacanciers, aux utilisateurs étrangers de retirer des fonds. Le dernier élément, je vais vous parler des escroqueries sur Internet. Bon, on est vraiment là à la marge de la cybercriminalité parce que les escrocs sur Internet n'utilisent pas des techniques particulières. Mais on a vu tout à l'heure que Internet et puis certains sites permettent assez facilement de se créer des identités virtuelles fantaisistes, socialement valorisantes, notamment dans le cadre des sites de rencontres. Hein, on mesure quelques centimètres en plus, quelques kilos en moins, quelques années en moins, et puis un métier peut-être un peu plus valorisant. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est très humain, c'est pas très dangereux non plus, sauf que les escrocs, eux aussi, l'ont bien compris et font preuve d'une imagination sans borne pour monter des scénarios qui vont tromper leurs futures victimes. Alors pourquoi j'en parle? Je dis c'est pas la cybercriminalité, j'en parle parce qu'on utilise le réseau Internet qui est redoutable. Vous pouvez démultiplier les envois, vous pouvez démultiplier les hameçons et de fait vous augmentez considérablement votre potentiel de victimes. Et sur 10 000 personnes à qui vous allez lancer un hameçon, vous aurez forcément quelques-unes qui vont y répondre. Donc une criminalité en forte augmentation. Alors, simplement en termes de pourcentage, c'est plus 700% entre 2004 et 2006. Et au premier semestre 2007, il y a eu autant de faits que durant toute l'année 2006. Alors il faut relativiser ces chiffres parce que si on les compare à l'ensemble des escroqueries, des abus de confiance commis chaque année en France, ça représente véritablement une petite part. Mais leur augmentation exponentielle doit quand même nous intéresser. La prévention comme moyen d'action indispensable, oui, parce que sur le plan opérationnel, c'est très long, hein, je vous l'ai dit, on a affaire là aussi à une criminalité internationale. Et puis il faut montrer, faire de la prévention et faire en sorte que des gens ne se fassent pas aussi facilement abuser. Hein. Beaucoup de victimes font preuve d'une crédulité quand même parfois effarante. Et puis pour nous, ces escroqueries constituent des enjeux en termes de coopération internationale. Voilà, nous traitons d'affaires normalement importantes, mais nous pouvons aussi recevoir des informations de votre part. Nous pouvons aussi vous orienter vers la démarche judiciaire la plus adéquate lorsque vous avez été victime d'une intrusion. Nous, ce qu'on regrette, alors je sais que le public est composé de chefs d'entreprise, de responsables SSI, donc je voudrais simplement faire passer le message suivant, c'est qu'on a le sentiment, nous, que beaucoup d'affaires ne voient pas le jour parce qu'elles ne sont pas portées à la connaissance de l'autorité judiciaire. Alors certes, toutes les affaires traitées par les services de police ou de gendarmerie chargés de la lutte contre la cybercriminalité n'aboutissent pas, mais si elles ne sont pas, diffusées, si elles ne sont pas portées à la connaissance de l'autorité judiciaire, nous laissons des délinquants agir librement. Donc moi, je vous invite vraiment à communiquer sur ce point. On travaille avec des équipes qui sont très efficaces, techniquement au point, qui coopèrent d'ailleurs avec certaines entités qui sont présentes ici. Vous disposez en France d'autres services également, la BEFTI au sein de la préfecture de police, qui est compétente sur le ressort de Paris et la Petite Couronne. Et puis la Direction générale de la gendarmerie nationale a aussi développé un réseau d'enquêteurs spécialisés extrêmement performants en province et ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, c'est extrêmement important. Voilà, et je vais finir donc sur les enjeux. C'est la coopération internationale, j'en ai beaucoup parlé. Internet et les nouvelles technologies mettent
à disposition des particuliers, mais aussi des criminels, des outils qui, pour nous, nous rendent la vie totalement impossible. Donc on a besoin de coopérer, on a besoin de développer cette coopération, on a besoin de faire de la prévention aussi auprès des particuliers, auprès des entreprises. Et puis l'État doit continuellement adapter ses outils, aussi bien ses structures, la compétence des fonctionnaires et des gendarmes qui travaillent dans le domaine de la cybercriminalité, et puis prévoir également les nouvelles incriminations qui pourraient voir le jour. On parlait tout à l'heure de vol d'objets virtuels. Il faudra peut-être trouver une qualification spécifique à ce type d'affaires. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à M. Pascal Lointier.